بسم الله الرحمن الرحيم. Imdoukwal Azulat. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sur la requête de C. Mohamed Bouskri, j'ai décidé de faire une intervention portant sur la notion de l'intellectuel dans la société marocaine, ses rôles, ses fonctions et quelques types d'intellectuels dans cette société. Mais avant tout, avant de commencer mon intervention, je tiens à remercier C. Bouskri pour cette intervention parce qu'elle me permet de partager avec vous ces moments de réflexion scientifique et du partage d'idées. J'ai jugé intéressant, adéquat de vous communiquer le plan de mon intervention que ci-après. Tout d'abord, je vais commencer par une introduction, c'est-à-dire je vais introduire le sujet de mon intervention, ou bien ma communication. Ensuite, je vais parler de la notion de l'intellectuel, c'est-à-dire la définition et quelques caractéristiques qui la fondent, c'est-à-dire qui fondent cette notion de l'intellectuel. En plus, je vais parler de la figure de l'intellectuel et l'universalisation, c'est-à-dire comment cette image de l'intellectuel s'est universalisée en général. En plus, je vais parler de la notion de l'intellectuel au sein de la société marocaine. C'est dans cet axe que je vais parler de ses rôles, de ses fonctions et vous proposer quelques types d'intellectuels dans la société marocaine. Finalement, je vais vous suggérer, je vais vous proposer une synthèse ou bien la synthèse de mon intervention. Comme vous le savez tous ensemble, être un intellectuel, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une profession, ce n'est pas un métier. Mais être un intellectuel, c'est un état d'esprit. C'est la capacité de penser. Quand je dis la capacité de penser, cela exige une force intellectuelle qui permet à ce dernier, c'est-à-dire à cet intellectuel, de réfléchir sur les grands sujets au sein de la société. Alors, cette force intellectuelle réside dans l'effort répété de l'analyse et dans la puissance transformatrice de cette capacité. Il est à signaler de prime abord qu'on est un savant, un écrivain, un philosophe, un artiste, un polygraphe, avant d'exercer un rôle et une fonction dans la société civile. Cette fonction, l'intellectuel est à même de l'incarner dans sa vocation d'initiateur, de formateur et du directeur de l'opinion publique. Effectivement, l'intellectuel est toujours envisagé comme un encadrant de la société, c'est-à-dire il encadre la société. Un administrateur de la société, c'est-à-dire il administre la société. Un observateur au sein de la société également, c'est-à-dire il observe les abus, les tares, les carences et les défauts de la société. Et une fois cet intellectuel a révélé, a montré ces abus, il est appelé à intervenir pour dénoncer ces abus et ces tares de la société. Ainsi, ouvre-t-il la production intellectuelle de son esprit vers l'extérieur, vers la société à transformer. Évidemment, l'intellectuel doit toujours transformer la société, changer la société. Autrement dit, il doit faire la transfiguration de la société dans un état déplorable, un état lamentable, un état critique vers un autre état, vers un état souhaitable, un état convoité, un état aspirable en général.
c'est à la fois l'exercice de valeurs essentielles et un grand projet d'édification civilisationnelle, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une très grande construction culturelle. Par conséquent, il s'agit d'un espace collectif, c'est-à-dire un domaine commun où chaque intellectuel contribue selon sa capacité de recherche, sa capacité d'innovation, sa capacité d'invention. Et en tant que tel, chaque intellectuel transforme son expérience de vie en une activité de l'esprit qui puisse être universelle. Cette activité soumise au contrôle de la raison, ce travail contrôlé par la raison, en d'autres termes, cet exercice de l'esprit, comme vous le savez tous ensemble, obéit à un ensemble de contraintes, aux événements individuels et aux péripéties de l'histoire pendant une période donnée. Dans tous les cas de figure, l'intellectuel obéit et il se doit de respecter un pacte éthique avec lui-même et avec autrui à propos de la liberté de l'esprit. Mais nous savons aussi que les constructions de l'esprit sont approximatives sur le plan de la recherche, fragiles au niveau personnel et vulnérables éthiquement parlant. Dans ce contexte, à ce stade, l'expérience de l'intellectuel, c'est une quête initiatique où les progrès cumulatifs de la production intellectuelle dépendent de la communauté de ceux et de celles qui sont habités par ce grand projet de civilisation, ou plus exactement par la traduction de l'expérience humaine en une œuvre de civilisation. Qu'il soit donc, comme on dit, conservateur, réformiste ou bien innovateur, l'intellectuel est destiné à défendre une vérité dangereuse pour lui et pour les idées reçues par imitation. Dans ce cas, j'ai jugé intéressant, j'ai jugé adéquat, essentiel de vous expliquer l'expression « l'intellectuel est destiné à défendre une vérité dangereuse ». Alors dans ce sens, je vais me référer, je vais faire allusion à la culture hellénique et je vais vous parler d'un patron des philosophes. Il s'agit de Socrate. À l'époque, Socrate faisait la philosophie, c'est-à-dire il examine la jeunesse à travers une série de questions selon sa méthode de questions-réponses. Et pourquoi il cherche à examiner cette jeunesse? Pourquoi? Pour leur transmettre ce qu'il appelait lui-même la vertu, pour leur transmettre la connaissance, pour leur transmettre l'esprit critique, l'esprit philosophique. Mais Anytos et un certain nombre de responsables politiques ont accusé Socrate qu'il faisait d'abord la corruption de la jeunesse, c'est-à-dire la dépravation de la jeunesse. Voilà la première accusation. On l'a accusé également que Socrate faisait l'introduction de nouvelles divinités dans la société grecque. La dernière accusation, c'est que Socrate ne croyait pas en Dieu de la cité. Donc, dans ce sens, Socrate est face à ces trois accusations. Il doit faire un choix, il doit choisir. En tant qu'un intellectuel, moi j'explique l'expression vérité dangereuse. S'il va choisir de continuer son projet, vous connaissez son projet, c'est faire la philosophie, transmettre la lumière, la connaissance, la vertu à la jeunesse. Alors s'il va faire ce choix, il va payer cher, il va mourir. S'il va faire le deuxième choix, c'est-à-dire revenir, reculer ou bien revenir sur son projet,
il aura sa liberté, il va vivre librement et calmement dans la société. Alors Socrate, par acte de responsabilité en tant qu'intellectuel, d'après ma modeste recherche, il a choisi de continuer son projet en disant lui-même que sa seule mission, c'est-à-dire la seule mission de Socrate, c'est de faire la philosophie et d'examiner la jeunesse, bien sûr, pour leur transmettre, comme je viens de le dire, la lumière, la connaissance, la vertu. Alors voilà, Socrate, il a bien compris que le choix qu'il va faire est dangereux pour lui, mais il l'a défendu coûte que coûte. Et il est condamné à mort, et c'est pour cela qu'il a bu le poison de la ciguë. Il a bu le poison de la ciguë. Pourquoi? Parce qu'il a fait un choix par acte de responsabilité, et cela lui a coûté sa vie. Ça, c'est un exemple que j'ai choisi. Et le deuxième exemple que je vais vous suggérer, je vais vous proposer, c'est l'exemple d'un écrivain français